Salut à vous mes frères et sœurs, bienvenue sur AfroJ, la web TV qui vous magnifie, la web TV qui magnifie la jeunesse, qui met en lumière la jeunesse qui se bat, la jeunesse qui travaille. Aujourd'hui, nous avons avec nous Jean-Marie Nabi, dit Zopito. Zopito, c'est l'entrepreneur, c'est le communicateur, c'est le manager, c'est aussi le promoteur du festival Afrobeat, le promoteur de Bon Plan. C'est bien ça, ouais. Bon Plan, d'accord. Oui. Tu as fait énormément, tu fais énormément. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours? Déjà, je tiens à remercier donc l'équipe de AfroJ pour cette belle initiative qui met en lumière les jeunes qui se battent, qui tentent d'apporter par leur modeste expérience de l'innovation, disons du développement, donc qui participent au développement de la nation à travers les initiatives. Merci à vous. Donc c'est aussi une activité qui justement permet aux jeunes de s'exprimer. À nous autres qui avons l'habitude d'être de l'autre côté, de pouvoir se faire entendre, de parler de son expérience. Vraiment merci pour cela. Disons que le parcours, il est assez atypique. C'est un parcours qui n'est pas, qui peut ne pas être classé dans le registre des parcours normaux, parce que quand même une enfance au village pratiquement, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où je suis né donc, dans les années 80. Je suis né donc d'un père cultivateur et d'une mère ménagère. Et donc à mes enfances, nous effectuons permanemment les travaux champêtres. Quand nous ne sommes pas à l'école primaire donc dans le village qui s'appelait Loafla, c'est vraiment un village reculé dans les tréfonds de la Côte d'Ivoire. Et donc vraiment pour moi, la ville a été un accident à un moment donné. Un accident lié également à une performance scolaire parce que après le CEP, donc après l'école primaire, il fallait forcément aller au collège. Et comme il n'y avait pas de collège, le village, il fallait justement franchir l'étape de la ville. Donc c'est là que je suis allé au lycée moderne de Boisflé. Parce que je suis arrivé pour la première fois dans mon propre pays, donc le Burkina Faso, le 19 septembre 2002, le jour du déclenchement de la crise. Ah, c'était le jour même du déclenchement de la crise. Le jour même du déclenchement. Donc si j'avais fait un retard de 2 jours, alors je pense que cette belle expérience que j'ai vécue au Burkina Faso allait être impossible pratiquement. Et j'ai eu la chance de fréquenter dans un établissement, sinon le plus grand du Burkina Faso, le lycée Philippe Saint-Antoine. Donc quand j'ai eu le bac en 2008, je me suis inscrit à l'université de Ouagadougou et j'ai eu la chance de militer au sein du mouvement des Sans-Voix, qui est un mouvement que nous avons créé suite à la rencontre avec le mouvement des Sans-Voix du Mali. Et j'ai rencontré dans ce cadre un ami qui s'appelle Zabda, qui est un artiste musicien qui vient de sortir son album il n'y a pas longtemps et qui m'a dit qu'il sentait en moi une personne qui avait des orientations beaucoup plus culturelles et qu'il sentait en moi, disons, il voyait en moi une capacité de présentateur animateur. Et par la suite, il m'a dit, il y a une formation qui est en train d'être organisée en management culturel par une association à l'époque qui s'appelait Afriqueur, dirigée par Salif Sanfo. Et il m'a conseillé donc de m'inscrire. Je me suis inscrit et j'ai été retenu pour participer à la formation. C'était le CV qu'il fallait envoyer et le tralala. Bien avant, j'avais été coopté par une association à Tampou qui s'appelle African Culture, Africa Negré, qui organisait donc des cérémonies d'hommage à Bob Marley sur le plateau du 21. Ça il y a environ une dizaine d'années, une quinzaine d'années je dirais. Et j'avais été coopté donc pour présenter la cérémonie. J'avais réussi à présenter, je me souviens, j'avais fait des fiches de présentation de chaque artiste, nom, prénom, nom d'artiste, nom d'album, titre à jouer, petite biographie. Et j'avais fait des coupons comme ça pour tous les artistes qui devaient jouer. Et je me souvien que frère Malcolm, face au combat, qui était venu en tant que grand frère dans le quartier à l'époque, qui était venu juste pour regarder la manifestation, a demandé à rencontrer l'animateur qui présentait. Il le trouvait assez super. Surtout, il était bien organisé avec ses coupons pour recueillir les informations avant de présenter et tout. Bon, c'est là que j'ai aussi commencé
commencé à comprendre qu'effectivement, bon, si quand même l'immense Malcolm à l'époque trouve que j'ai du talent et que je le mérite à revendre dans ce domaine, peut-être que c'est effectivement vrai. Donc je poursuivis, je me suis inscrit donc à cette formation. C'était une formation dénommée Empower Yourself. Donc emploie-toi toi-même, c'est le terme en anglais, Empower Yourself. À l'issue de cette formation, j'ai décidé de trouver un stage en communication événementielle pour renforcer encore plus mes capacités. Et je suis allé voir une personnalité que je connaissais qu'à l'écran à travers la télévision Canal 3, qui s'appelle Idi Debarcho, qui avait créé son agence de communication événementielle, qui s'appelait Africa Light, avec le studio DBM Music qui faisait de la production musicale. Et je suis allé déposer mon papier, il m'a retenu pour faire un stage. J'ai fait 3 mois. Et après, le studio s'est fermé. Et comme j'avais fait la formation avec Salif Sanfo, je suis retourné voir Salif à Production Universelle pour solliciter un stage. Et 3 mois après, puisqu'il s'était plein chez lui, 3 mois après, il m'a rappelé pour dire bon, effectivement, il y avait de la place pour donc recevoir un stagiaire. Quand je suis arrivé, je me souviens, j'avais des dreadlocks. Ils ont plutôt apporté des dreadlocks. Oui, et je me souviens que Salif Sanfo m'a dit à l'époque, c'est très bien tes dreadlocks, je les adore tes cheveux. J'ai du mal à visualiser. Ben oui, effectivement. Il va falloir qu'on ait des photos pour notre communauté afro-J. Effectivement, ouais. Et Salif m'a dit, c'est très bien tes cheveux, je les aime bien, mais c'est bon que tu essayes de trouver un look qui va avec la communication, parce qu'un communicateur avec des dreadlocks, c'est vrai que ça peut le faire, mais pour être plus sûr, et surtout que tu es un débutant, mieux vous les couper. Sans vouloir heurter nos amis Rasta. Merci beaucoup, voilà. Donc je les ai enlevés, effectivement, je suis parti pour 3 mois de formation. J'ai tellement rédigé des projets, je les ai déposés. Je pense qu'à un moment donné, il faut les revoir. Et j'ai tenté aussi de voir si j'avais la capacité d'approche, si j'avais la capacité de convaincre quelqu'un pour venir sur un de mes projets. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du Festival de musique Afrobeat en 2012. Où je suis allé voir. Afrobeat, c'est déjà depuis 2012. Depuis 2012, voilà. Je suis allé voir des grands frères, je suis allé parler à des grands frères. Je voulais juste tenter ma capacité à convaincre quelqu'un à venir sur un projet. J'aimerais que tu nous parles un peu de comment ça a commencé à BF1, parce que tu animes quand même une émission extraordinaire. Moi, quand je regarde cette émission, quand je suis triste, quand je suis fatigué, je deviens heureux. Vous nous apportez la joie. C'est merveilleux de vous voir vous amuser comme ça. C'est merveilleux de voir la parole donnée à certains artistes. Donc il y a des découvertes qui sont effectuées. Moi, j'ai quand même envie de savoir comment l'histoire a commencé à BF1. Alors, le BF1, c'est c'est la rencontre avec une personne exceptionnelle, avec un jeune exceptionnel qui a fait confiance à une jeunesse qui pouvait apporter de l'innovation. Le directeur général, M. Youssoufou Sarré. Et un bon matin, je suis assis, donc il venait d'être nommé directeur général, et il s'est rappelé de moi quand il voulait lancer le projet BF1 Freestyle. Et par la suite, donc, j'ai managé des artistes pendant que j'animais. J'ai à un moment donné créé Challenge Communication, qui est mon agence de communication événementielle, qui pilote l'ensemble des activités culturelles donc, que j'organise. Au-delà de ça, par la suite, donc, j'ai rencontré un grand frère formidable qui s'appelle Daouda Sané. Je suis allé donc pour un stage de perfectionnement en animation au sein de Watt FM à travers l'émission 9-12. Donc je l'ai rencontré. À l'époque, mon contrat avec David le combattant venait de finir. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué que j'avais besoin de faire un stage pour me perfectionner parce que pour moi, j'ai toujours eu l'impression que la radio permet de travailler l'aisance. Et donc quand je suis arrivé, Daouda Sané m'a pris sous son aile et je l'accompagnais parce que c'est lui qui était l'animateur de l'émission La Télé s'amuse. Donc quand on finissait à Watt FM, il me prenait dans sa voiture et donc je l'accompagnais donc à l'émission La Télé s'amuse chez BF1 et je le regardais animer. Et je pense qu'il a fait 1 ou 2 semaines d'animation. 1 ou 2 semaines d'animation, il a eu la chance d'être appelé pour l'émission
Incroyable talent sur A+, donc il devait se tenir du côté d'Abidjan. Et donc il allait s'absenter sur une période d'1 mois. Et quand il voulait partir, il m'a proposé donc à l'équipe de la production, parce que moi je lui ai fixé aussi à l'oreille, en fait s'il y a une opportunité, ne serait-ce que chroniqueur, ne serait-ce que je voulais juste une apparition, ne serait-ce même sur 50 secondes, à l'antenne. C'est comme ça, quand on n'a pas le cadre d'expression, on veut tellement l'avoir. Et il m'a dit, bon ok, je vais faire la proposition si la télé valide. Alors, donc on croise les doigts. Il a fait la proposition, la télé a validé, et je me souviens que c'était un samedi, j'ai commencé quand Daoud est parti. Je me souviens même de la couleur de l'habit que je portais, c'était une chemise bleue. Et juste après l'émission, je suis allé à Bobo de Lasso pour un plateau de Ebony qui m'avait invité également. Donc quand j'ai fini d'animer, quand je fais le premier numéro, après Daouda, et j'ai reçu le coup de fil du responsable de production pour me féliciter, pour dire que c'était vraiment très bien et que j'avais apporté quelque chose de plus à l'émission. C'était vraiment bien. J'ai fait 2-3 numéros et j'ai commencé à entendre parler dans le quartier, à entendre parler au sein du showbiz, donc du milieu. Il faut qu'on reparle quand même de ce festival, de ce merveilleux festival, la 7e saison de Afrobeat. Ouais. Alors, tu nous as dit quand même quelques mots sur le début de cette aventure, mais on aimerait quand même que tu nous en parles encore un peu plus. On imagine quand même que tu as rencontré certaines difficultés. Alors, comment tu as abattu, disons, ces murs, ces obstacles? Alors, donc Afrobeat, comme je le disais, c'est une idée géniale que nous avons eue avec des amis au début. Le même Zarda qui revient, donc qui est vraiment un élément aussi très important dans ma carrière d'entrepreneur culturel. Donc on cherchait l'idée et on s'est dit, on veut faire un mouvement un peu panafricain. Parce que comme j'ai expliqué, cette expérience militante, on était vraiment des altermondialistes, on dira. Donc un autre monde est possible. Comment changer le monde à travers la musique, et on a trouvé que la personne de Fela a été un bel exemple de comment on utilise la musique pour défendre les droits humains, pour parler des questions de développement. Donc on a décidé donc de prendre cette icône-là comme étant une référence, donc sa musique, donc l'appellation de sa musique qu'il avait créée pour se distinguer à l'époque de la musique classique, parce que toutes les musiques étaient modernes, donc des musiques venues de l'Occident. Et pour lui, pour se distinguer, il a dit c'est l'afrobeat, du rythme de l'Afrique. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu effectivement des difficultés, comment faire en sorte que les partenaires puissent accepter de mettre de l'argent dans une telle initiative, surtout que nous avions à l'époque des visages du gamin. 2012, ça fait 2012 moyen mon âge, on était vraiment des adolescents pratiquement, mais quand même au fur et à mesure on a réussi quand même à convaincre déjà des personnalités et ensuite des entreprises comme la Sodibo, comme l'Onatel. Bon, on ne peut pas citer pour faire des publicités, toutes les grandes entreprises qui aujourd'hui se retrouvent à sponsoriser le festival. Tout au long de cet entretien, j'ai remarqué le retour en fait aux hommes qui t'ont formé, aux hommes qui t'ont permis d'être là. Tu as cité beaucoup de noms, il y a une certaine reconnaissance. J'aimerais savoir ce que tu pourrais dire à cette jeunesse-là qui nous écoute, qui nous regarde. Quels conseils à donner? Alors moi, je pense que l'essentiel donc pour un jeune qui vient embrasser la carrière d'entrepreneur culturel communicateur, donc disons entrepreneur culturel dans son ensemble, c'est déjà de savoir créer, donc savoir avoir de la patience. C'est très important. Avoir de la patience et de savoir assimiler donc la théorie à la pratique. Méfiez-vous de tous ceux qui vous font des appréciations assez prolongées. Quand on commence à vous apprécier, il faut changer de sujet le plus vite possible pour rester concentré sur vos objectifs parce que vous allez très loin. C'est important. Voici un peu le petit message que je peux dire à la génération qui viendra après. Écoute mon frère, merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce partage. La communauté Afrogie te remercie. Que l'énergie divine enveloppe tous tes projets. Amen. Que tu continues de nous faire plaisir à la télé. Que tes projets continuent de se fructifier. Amen. Et puis, merci à la communauté Afrogie. Et c'est à moi de remercier la communauté Afrogie. Merci de m'avoir reçu sur votre prestigieuse plateforme.
Et j'espère en tout cas que c'est une histoire qui va peut-être intéresser certains. Et merci en tout cas à vous de m'avoir permis de m'exprimer, de me faire découvrir par des milliers de personnes. Quand je sais combien de personnes sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est une chance pour moi. C'était un plaisir pour vous. Merci. Plaisir pour vous. Merci. Plaisir pour vous. Merci.